Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Romain Pommier, je suis radiologue libéral et dans la continuité de ce qu'on a discuté en ce début d'après-midi, je vais vous présenter un peu les caractéristiques des découvertes fortuites en imagerie médicale. Et donc je vais faire un rapide tour d'horizon sur ce que ça représente en termes d'épidémiologie, de conséquences pour les patients et pour le système de santé. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre un peu la structure d'un cours que je donne aux docteurs, aux radiologues juniors, les internes, pour les encourager aux bonnes pratiques d'accompagnement de ces découvertes fortuites. Alors, quelques éléments de définition que vous commencez maintenant à bien maîtriser, mais en imagerie, une découverte fortuite, c'est une image radiologique anormale qu'on découvre par hasard, donc on n'a pas anticipé, et qui, par définition, n'a pas de relation avec la question et l'indication de l'examen qui a été réalisé. Et c'est souvent une image radiologique que l'on découvre sur un organe qui n'était pas principalement ciblé par l'examen. Et donc tout ce qui est variante anatomique de la normale est par conséquent, n'est pas par conséquent un résultat incident, mais une variation classique du corps qu'on ne doit pas considérer comme une pathologie. Alors le hasard est très important dans la définition puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'action d'anticipation du résultat. Donc quand on est dans un contexte où on fait des échographies régulières pour accompagner des personnes suivies pour une cirrhose, par exemple, et qu'on y découvre un nodule, donc très évocateur d'un cancer du foie, eh bien, on parle de résultats de dépistage et non pas de résultats incidents. De la même manière, quand on surveille une maladie et qu'on découvre au cours de la surveillance de cette maladie une image potentiellement en lien avec la maladie suivie, eh bien, on parle de résultats secondaires et non pas de résultats incidents. Alors si on parle d'épidémiologie, d'une manière générale, dans une vacation d'un radiologue, eh bien, la situation de découvrir fortuitement quelque chose chez son patient est une situation fréquente. On estime globalement qu'on a une chance sur 5. Enfin, on rencontre une découverte fortuite chez un patient sur 5 au cours d'une vacation de radiologie. Et vous voyez qu'il existe des pourcentages de probabilité de découverte qui sont très différents d'un organe à l'autre. Il existe certains organes qui sont très pourvoyeurs de découvertes fortuites. C'est le cas notamment de la thyroïde, des reins, où on voit beaucoup de kystes rénaux. C'est moins le cas pour certains organes comme le cerveau, le poumon par exemple. Alors la question de savoir est-ce que les découvertes fortuites sont graves, et par gravité souvent on entend une lésion potentiellement cancéreuse, c'est là où on peut utiliser le terme d'incidentalome, puisque home rapporte à une image ronde, ou bien à une lésion qu'il faut opérer. Et bien vous voyez que de manière globale, les découvertes fortuites en imagerie sont rarement graves. On considère que 1% de toutes ces lésions découvertes fortuitement ont une implication clinique véritablement vérifiée. Et j'attire votre attention sur deux choses. La première, c'est qu'il semblerait que sur certains organes particuliers, comme les seins ou le pancréas, eh bien, il faut être peut-être un petit peu plus attentif que dans d'autres situations, puisque on pourrait considérer que ce sont des organes à haut risque. Vous voyez que notamment, quand on découvre un nodule de manière par hasard dans un sein, eh bien, certaines études montrent que la probabilité a priori que ce nodule dans le sein soit potentiellement cancéreux est plutôt élevée. Autre chose intéressante à savoir, c'est que l'imagerie médicale est devenue une sorte de dépistage passif de certaines maladies, et notamment du cancer du rein, puisque maintenant une majorité de cancers du rein sont découverts de manière fortuite sur un examen d'imagerie. Ça peut être un scanner, une IRM, une échographie. Et ce sont des cancers du rein qui sont découverts à un stade sans symptômes aucun. Quand on essaie de creuser sur quels sont les facteurs qui vont influencer les résultats incidents dans une imagerie, eh bien, le principal à retenir, c'est l'âge des patients. Plus la personne qui va passer une imagerie médicale est âgée, et plus le risque de découvrir fortuitement quelque chose chez cette personne est élevé. C'est lié à deux phénomènes. Le fait qu'il existe
une sénescence des corps qui va faire que des modifications du corps vont s'observer avec le temps. Ça peut être la formation de kystes bénins. Et puis, bien évidemment, la population âgée est plus exposée que la population jeune à la radiologie. Il y a des facteurs qui sont liés également à l'image. Et par ça, j'entends les modalités d'examen. Les examens d'imagerie qui explorent le corps de manière extensive et en volume, comme le scanner et l'IRM. Et le champ d'exploration large va bien évidemment exposer beaucoup plus à découvrir fortuitement des résultats. Et puis enfin, quelque chose qui est en rapport avec l'expérience des radiologues, et on pourra en parler lors de la discussion, mais il existe des différences vraisemblablement entre l'expérience entre les juniors et les seniors. Et puis, c'est pas cité ici, mais vraisemblablement qu'il existe des manières différentes de rapporter les découvertes fortuites en fonction des pays concernés. Alors je vous parle du contexte parce que le contexte est très important et j'ai 2 études à vous montrer pour l'illustrer. Quand on est face à une découverte fortuite, un incidentalome, eh bien, j'aimerais vous montrer que le contexte qu'on va creuser, qu'on va aller chercher chez le patient est primordial. Première étude, une étude qui s'est intéressée aux nodules hépatiques, comme ici, que l'on découvrait de manière fortuite sur des IRM mammaires faites pour des bilans de lésions mammaires chez les femmes. Vous voyez que les découvertes fortuites hépatiques chez ces femmes étaient dans l'immense majorité des lésions bénignes. Et dans le petit pourcentage de cas où ces lésions étaient malignes, à savoir des métastases hépatiques d'un cancer du sein, eh bien le fait de trouver sur l'IRM mammaire un cancer du sein probable, puisque c'est avant d'être biopsié, modifiait totalement la probabilité que les lésions trouvées dans le foie soient effectivement malignes. Donc un contexte qui modifiait radicalement la probabilité d'une même image dans le foie. Autre illustration, celle des découvertes, des nodules spléniques, donc des nodules dans la rate, qui est en fait un événement qui est très rare en vacation de radiologie. C'est des situations qui n'arrivent pas fréquemment. Et bien, vous voyez qu'on s'est intéressé à la significativité des incidentalomes spléniques et on s'est intéressé à la significativité en fonction des contextes. Et vous voyez que quand on est dans un contexte de découverte fortuite véritable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme particulier, qu'il n'y a pas d'antécédent particulier pour le patient, et bien dans 99% des cas, c'était bénin. En revanche, quand il y avait un contexte oncologique connu, un cancer connu chez les patients, et bien la probabilité que le nodule visualisé dans la rate était en fait une métastase est beaucoup plus élevée. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des conséquences potentielles de ces découvertes fortuites. Et on est dans une situation, effectivement, où le corps perd son silence, en quelque sorte. Et pour illustrer ces conséquences-là, je reprends une phrase de Georges Canguilhem qui est très éclairante, qui dit que la maladie qui n'a jamais existé dans la conscience de l'homme se met à exister dans la science du médecin. Alors parmi ces conséquences, il y a bien évidemment les conséquences positives, on va en voir quelques exemples après, c'est le fait de découvrir précocement une lésion potentiellement curable, et donc la guérison va améliorer nettement le pronostic de la maladie. Et puis il y a les conséquences qu'on considère comme étant néfastes. Parmi celles-ci, les conséquences somatiques, puisque certaines découvertes fortuites vont aboutir à d'autres examens, peuvent aboutir à des hospitalisations, peuvent aboutir à des biopsies. On va aller prélever la lésion, voire on va aller l'enlever chirurgicalement, avec toutes les conséquences potentielles que ça peut avoir. Il y a les conséquences psychologiques, notamment l'anxiété, je vais l'illustrer tout à l'heure. Des conséquences collectives pour le système de santé, avec une problématique économique. Et on parlait de données économiques pour savoir si pour un État ou pour des institutions c'était rentable ou pas. Et bien, beaucoup d'études ont été faites par des anglo-saxons et montrent que les découvertes fortuites, d'une manière générale, sont considérées comme un surcoût pour le système de santé. Donc les études varient entre 25$ et plus de 500$ par examen, tout venant, qu'on attribue à la problématique des découvertes fortuites. Alors les conséquences psychiques ou psychologiques, eh bien, c'est principalement l'anxiété. Je vous ai juste montré une étude qui s'est intéressée à explorer les conséquences psychiques potentielles des patients chez lesquels
on découvrait un nodule pulmonaire fortuitement sur un scanner thoracique, eh bien, vous voyez qu'il y a un patient sur 4 exprimait une anxiété cliniquement significative. Et quand on allait chercher un petit peu les raisons de cette anxiété, eh bien, il y avait l'incertitude diagnostique dans lesquelles les patients étaient laissés. La possibilité que le nodule soit un cancer était exprimée, et puis la possibilité qu'une chirurgie thoracique soit nécessaire pour aller extirper ce nodule pulmonaire. Donc les troubles anxieux étaient bien évidemment les conséquences psychologiques potentielles des découvertes fortuites. Il y a des conséquences pratiques aussi, qui ont des impacts assez profonds sur les systèmes de santé. Et la plupart du temps, ce qui a été montré, c'est que dans un certain nombre de cas, des examens complémentaires qui vont peser sur le système de santé sont nécessaires pour aller explorer ces découvertes fortuites. Donc ça, c'était l'exemple d'une étude qui portait sur des scanners qui étaient faits chez des sujets sains qui passaient un bilan de santé. Et bien, une anomalie radiologique était visualisée dans 86% des cas. Et dans un tiers de ces cas, un examen complémentaire devait être prescrit pour avancer dans la démarche diagnostique. On appelle ça un phénomène de cascade d'examens. Et il y a d'autres études également qui montrent que ça peut avoir tendance à augmenter la durée de séjour des patients, notamment chez les patients qui ont des scanners corps entier quand il y a un traumatisme, un accident de voiture. Et bien ceux chez lesquels des découvertes fortuites étaient visualisées sur le scanner d'entrée avaient un séjour hospitalier plus long que les autres. Alors la cascade d'examens, je vais vous épargner la lecture de cet organigramme, mais il est intéressant parce qu'il montre que l'imagerie se met là. Quel était le test initial diagnostique qui générait la gestion d'une découverte fortuite? Donc c'était à peu près dans la moitié des cas une imagerie. Vous voyez que les prises de sang sont aussi concernées, donc probablement la génétique, les bilans génétiques pouvaient être compris dedans. Et puis si on va tout au bout et qu'on demande si la cascade d'examens générée par la gestion d'une découverte fortuite était considérée comme un poids, comme quelque chose de difficile à gérer pour les patients et les cliniciens, et bien on voit que dans la majorité d'entre eux considéraient que c'était une cascade d'examens qui était subie, qu'il était difficile de gérer. Et enfin, des conséquences globales, collectives. Pour vous illustrer cela, en 2009 aux États-Unis, on a observé la décision d'un non-remboursement de la coloscopie virtuelle dans les systèmes, dans les services Medicare et Medicaid, en raison d'un surcoût potentiel lié aux découvertes fortuites réalisées sur des scanners qu'on faisait pour des coloscopies virtuelles. Donc on fait un scanner sans injection et puis on s'organise pour voir le côlon. Et bien toutes les anomalies qu'on voyait en dehors du côlon et leurs conséquences potentielles ont été une des choses qui ont motivé le déremboursement de cette coloscopie virtuelle par ce système de santé aux États-Unis. Et puis il y a plein d'études aussi qui montrent que la problématique augmente les coûts de santé à l'échelle individuelle, notamment en termes de mutuelle ou d'assurance. Voilà, je voulais vous faire un rapide tour d'horizon de ce dont on parle quand on parle de découverte fortuite en imagerie médicale. Et là, j'aimerais plus vous montrer un peu quelles sont les différentes étapes, comment est-ce qu'on peut agir en tant que radiologue au quotidien pour essayer de gérer ces situations-là. Alors la première étape, c'est celle de l'identification, donc finalement c'est la plus simple. Elle relève d'une enquête où on va essayer justement d'attribuer ou non l'image qu'on a mis en évidence sur l'examen, comme en rapport ou pas avec la question posée ou avec les symptômes, pour vraiment bien définir la situation de découverte fortuite. L'importance du contexte est rappelée ici, et donc c'est là où on pourrait discuter ensuite de la nécessité pour les radiologues d'être des cliniciens et d'être en mesure, quand il le faut, d'aller voir leurs patients, puisque un interrogatoire, parfois un examen clinique complémentaire, la recherche des antériorités dans le dossier médical sont des éléments qui vont être très importants dans l'enquête pour attribuer ou non une significativité à l'incidentalome. Maintenant, je vais vous parler de la communication, parce que vous allez voir que c'est un des enjeux majeurs de la prise en charge des découvertes fortuites en imagerie. La communication des découvertes fortuites en radiologie sont très hétérogènes. Elles relèvent de pratiques très très différentes et très hétérogènes.
Là où les radiologues s'accordent entre eux, en quelque sorte, eh bien, c'est selon 3 facteurs que sont la gravité potentielle de la découverte fortuite, le jeune âge du patient et le contexte oncologique dont on parlait plus en amont. Ces 3 facteurs sont des facteurs qui vont avoir tendance à homogénéiser un peu les pratiques. Quand le patient est jeune, quand la lésion est potentiellement grave, la plupart des radiologues vont communiquer la découverte fortuite et vont le faire d'une manière plutôt bonne. Mais dans un certain nombre de cas, ces situations de gravité potentielle ne sont pas aussi évidentes, et on va être dans un dilemme de dire ou de ne pas dire ce qu'on a vu. Et on en a très bien parlé avec la problématique génétique tout à l'heure, parce qu'on a besoin de préserver un temps d'interprétation et puis une certaine forme de clarté du compte rendu radiologique, mais aussi de la communication, bien évidemment auprès des patients, mais aussi auprès des cliniciens qui nous envoient ces patients, d'être clair dans l'information qu'on va véhiculer aux médecins demandeurs. Quand on pose la question aux patients, et ça c'est des études qui ont beaucoup été faites dans le domaine de la recherche, qui comprenaient l'imagerie médicale, et bien c'est vrai que quand on pose la question aux patients, une majorité d'entre eux souhaitent recevoir une information concernant un incidentalome, même si l'incidentalome en question n'aboutissait pas à une prise en charge particulière. Donc, côté patient, une demande d'information forte semble être exprimée. Les problématiques de la communication relèvent aussi de comment est-ce qu'on va exprimer l'état d'incertitude dans lequel on est. Et pour vous parler de ça, eh bien je voulais vous montrer ce tableau qui s'est intéressé à la manière dont les radiologues expriment des nodules hépatiques millimétriques, de 5 mm, découverts fortuitement. Et bien vous allez voir que quand le radiologue utilise les termes de kyste ou kyste bénin, eh bien la perception du risque de cancer de ces nodules par les radiologues, entre eux, par les médecins référents et par les patients, était plutôt bonne. Il y a une bonne concordance. C'est-à-dire que quand le radiologue va utiliser ce terme-là, kyste bénin, eh bien le clinicien demandeur aura compris et le patient aura compris aussi. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quand on ajoute le terme de bénin, eh bien, il n'y a que 2% des cliniciens qui vont demander un examen de contrôle. Alors que quand on enlève le terme de bénin, il y en a quand même 1 sur 5 qui va demander un petit examen de contrôle à distance. Et tout ça pour la même image. En revanche, quand on utilise des termes plus flous, ou des euphémismes, ou des termes qui protègent finalement parce qu'on est dans l'incertitude et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, on a peur de passer à côté de quelque chose de malin, et qu'on utilise des termes comme trop petit pour être caractérisé, trop petit, peut-être un kyste, mais trop petit pour être caractérisé comme tel. Il y a un mot qui revient souvent en radiologie, c'est le terme équivoque, qui a plusieurs sens. Et bien vous voyez que la perception du risque de cancer est légèrement différente, et notamment, les patients auront plus tendance à être dans l'incertitude, alors que les radiologues, quand on leur pose la question, on a compris que c'était probablement un microkyste, on s'en fiche, mais manifestement, en utilisant ces termes-là, l'information n'est pas perçue de la même manière par les patients. Et vous voyez que les cliniciens demandeurs, eux, sont plus dans le flou et vont avoir une probabilité plus forte de prescrire un examen de contrôle. Donc on est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a tous des manières différentes de décrire les choses et d'utiliser des termes différents entre eux. Il n'y a pas de standardisation franche dans ces contextes-là. Alors, quelques concepts pour avancer, pour alimenter la discussion. Quand on communique une découverte fortuite, on peut se comporter de 2 manières. Soit on se comporte en déontologue et on va tout dire, quelle qu'en soit la conséquence. Soit on va se positionner en conséquentialiste et on va dire les choses en fonction de la conséquence attendue. Et vous voyez que les principes éthiques qui sous-tendent ces 2 approches-là, et qui sont tout à fait défendables par ailleurs, sont différents. Le déontologue aura tendance plutôt à s'appuyer sur l'autonomie des patients et l'équité, c'est-à-dire l'équité avec laquelle le radiologue va toujours se comporter de la même manière quelle que soit la situation avec tous les patients. Et bien chez le déontologue, ces 2 principes sont plutôt mis en avant. Alors que le conséquentialiste, lui, aura tendance à plutôt
respecter ces principes que sont la bienfaisance et la non-malfaisance, en évitant d'inscrire le patient concerné dans une démarche où on ne sait pas forcément maîtriser les conséquences potentielles pour lui, et notamment des conséquences néfastes. Autre principe à discuter, celle de la non-communication. Et je prends pour l'exemple les découvertes de kystes rénaux, qui sont des situations très fréquentes en pratique quotidienne. Alors, quels sont les critères de non-communication potentiels pour bien faire son métier quand on est radiologue? Eh bien, si on est dans un contexte de découverte fortuite, sans retentissement anatomique et sans contexte particulier de polykystose rénale ou de choses comme ça, eh bien, on pourrait promouvoir le fait de ne pas communiquer les kystes rénaux, et notamment on pourrait l'enseigner aux radiologues juniors, de ne pas rapporter ce type d'anomalie-là. Quels seraient les bénéfices à ne pas le faire? Eh bien, on simplifierait les choses et on limiterait le risque d'une prise en charge inadaptée de ces kystes. Ça peut être quoi? Ça peut être surtout un scanner de contrôle à 6 mois, une échographie de contrôle à 1 an, cette fameuse cascade d'examen qu'on sait être une cascade d'examen inutile pour le coup. En revanche, on peut prendre des risques potentiels. Un des risques que je trouve intéressant, c'est le fait de manquer l'opportunité de banaliser la chose et de dire une bonne fois pour toutes: monsieur ou madame, vous portez des kystes dans les reins, ça n'est pas grave, c'est bénin, on ne les surveille pas, et point barre. Cette banalisation manquée, parfois, on la retrouve en pratique, puisqu'on est amené à surveiller des kystes rénaux, alors qu'on sait, et on aurait pu éviter cette surveillance, puisqu'elle est forcément inutile. On risque bien sûr de sous-diagnostiquer des cancers kystiques, très rares, mais qu'on peut prendre pour bénins à tort. On peut sous-surveiller certaines maladies qui nécessitent une surveillance particulière, comme la polykystose, et surtout, on peut avoir un phénomène de perte de confiance de la part du patient, mais aussi de la part du médecin demandeur de l'examen, puisque parmi les référentiels métiers du radiologue, c'est d'être en mesure de tout voir dans une image. Et donc, si je n'ai pas tout vu, si je n'ai pas décrit le kyste rénal, peut-être que je risque une perte de confiance parce que je n'aurais pas bien fait mon travail, j'aurais été mauvais sur cette prise en charge. Dans les découvertes fortuites, et les chercheurs en imagerie médicale l'ont beaucoup exploré, eh bien, dans cette situation-là, ce qui va être important, c'est de parler de significativité clinique, puisqu'il existe un large éventail de découvertes fortuites potentielles. Eh bien, on peut s'aider en mettant d'un côté les incidentalomes avec une significativité clinique forte et d'autres, à l'inverse, avec une significativité clinique mineure. Parmi les significativités cliniques fortes, bien, c'est assez facile. C'est le fait de voir par exemple un gros anévrisme de l'aorte qui risque de se fissurer dans le futur. Ça peut être des masses solides dans le foie, dans le rein, etc. Ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à reconnaître pour les radiologues. Et en général, dans ces situations-là, il n'y a pas trop de problèmes particuliers. Et en général, on agit tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on va les rapporter et on va faire en sorte que le patient puisse être vu et pris en charge pour ces situations-là. À l'inverse, il y a énormément de choses qui sont considérées comme des choses bénignes. Par exemple, les calcifications des artères. On en a parlé ce matin avec l'imagerie opportuniste. À l'heure actuelle, certains radiologues les rapportent, d'autres non. En tout cas, ça n'est pas considéré comme des choses qui génèrent une action à l'heure actuelle, en 2024. Et puis, bien évidemment, il y a un ventre mou de la significativité indéterminée. On ne sait pas si les images que nous voyons ont une significativité clinique importante ou non pour les patients. Ça peut être le cas, par exemple, d'un nodule de la surrénale ou d'une grosse rate. On ne sait pas forcément ce que ça peut donner à l'avenir. Et enfin, quelque chose qui n'est pas du tout répandu dans la pratique, mais le fait de structurer la communication dans son compte-rendu sur les découvertes fortuites. Et les premiers qui ont proposé une structuration de la communication des découvertes fortuites, ce sont le groupe international qui justement s'est intéressé à la coloscopie virtuelle. Ils ont proposé de mettre et d'insérer dans la conclusion des coloscopies virtuelles un chapitre sur les découvertes fortuites. Est-ce qu'il y en a ou pas? Et si oui, est-ce qu'elles correspondent à une catégorie potentielle? Vous voyez que c'est une catégorie de significativité croissante. Dans les E4, on retrouve les découvertes potentiellement sérieuses qu'on a vues en rouge dans le tableau précédent.
Et là, on encourage à déclencher une action spécifique pour ces patients-là. Et au contraire, quand ce sont des découvertes fortuites dites bénignes, eh bien, on encourage à ne pas faire d'action spécifique à déclencher pour ces patients. Et enfin, dans cette fameuse zone intermédiaire, eh bien, on encourage l'équipe radiologique concernée à agir selon les habitudes du centre dans lequel il travaille. Alors, dernière étape, c'est l'accompagnement. Et pourquoi je vous ai parlé de la communication avant l'accompagnement? Parce que déjà, c'est dans l'ordre chronologique. Et ensuite, sans communication, on n'aboutit pas à un accompagnement correct. Les études ont montré que la concordance entre les recommandations existantes et la réalité était faible en ce qui concerne la prise en charge correcte des découvertes fortuites. Par exemple, pour les nodules surrénaliens, eh bien, les études sont assez concordantes, mais seulement un patient porteur d'un nodule surrénalien est correctement pris en charge selon les recommandations. Et cette concordance, elle peut être améliorée par les radiologues. De quelle manière? Eh bien, en positionnant la découverte fortuite dans la conclusion de son chapitre, de son compte-rendu, et en ajoutant un accompagnement potentiel, une prise en charge et une conduite à tenir spécifique. C'est ce qu'on appelle la performativité de la communication. Donc, la performativité, c'est le fait d'agir en disant, en quelque sorte. Donc je reprends un peu ce que disait M. Austin, qui est un philosophe anglais qui a écrit ce livre « Quand dire, c'est faire ». C'est exactement ça. C'est ne pas être confiné aux énoncés constatifs, de dire dans ma conclusion nodule surrénalien point, mais d'être performatif, c'est-à-dire d'écrire nodule surrénalien de découverte fortuite nécessitant une prise en charge spécifique par un endocrinologue, ça peut être ça. Et donc c'est l'encouragement à avoir une communication performative qui va améliorer la concordance entre la concordance d'un bon accompagnement de ces découvertes fortuites. D'autres facteurs, enfin d'autres études l'ont montré, hein, et notamment une grosse étude qui a porté sur plusieurs milliers de patients hospitaliers sur la prise en charge correcte ou non des nodules pulmonaires. Ben, vous voyez que les trois facteurs qui influençaient la prise en charge post-hospitalière de ces nodules pulmonaires, c'était les deux mesures sur lesquelles le radiologue pouvait agir directement, qu'on a discuté tout à l'heure, et puis l'existence à l'échelle collective d'un service médical de suivi spécifique. Là, en l'occurrence, c'était un service qui était identifié pour recontacter les patients à la sortie hospitalière pour pouvoir effectivement s'intéresser aux nodules pulmonaires qui étaient découverts fortuitement sur les scanners. Alors, comment améliorer cet accompagnement au final? Eh bien, c'est en sensibilisant les médecins concernés, que ce soit les médecins demandeurs et aussi les radiologues. Il existe des recommandations américaines qui ont des difficultés en fait qui ne correspondent pas forcément aux recommandations européennes, dans lesquelles on peut retrouver dans des outils applicatifs et qui facilitent le travail du radiologue. Là, par exemple, il y a une application mobile qu'on peut avoir en vacation, où on va cliquer l'organe concerné, et puis on va remplir 2-3 items. Par exemple, un nodule surrénalien qui a une telle densité, avec une taille particulière, et on va avoir une proposition de prise en charge. Vous voyez là, pas de surveillance particulière, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider aussi au quotidien, puisqu'on a vu que ce sont des situations qui arrivent vraiment plusieurs fois par jour pour les radiologues. Alors, il y aura vraisemblablement des évolutions dans le futur, avec l'assistance par des algorithmes d'intelligence artificielle et puis des mises en place particulières de filières hospitalières. Ça peut être le cas, par exemple, de certaines études portant sur des filières de prise en charge endocrinologique et globalisée des incidentalomes surrénaliens. Ça, c'est un exemple hollandais. Et puis, il commence à y avoir des solutions d'intelligence artificielle, de reconnaissance du langage naturel dans les comptes rendus, où l'algorithme sera capable de reconnaître une situation de découverte fortuite dans un compte rendu radiologique et de générer ensuite, de déclencher automatiquement une prise en charge spécifique en passant par le logiciel de l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra vraisemblablement voir à l'avenir. Alors ça, je passe parce que c'est très... Voilà, donc pour terminer cette présentation et puis pour ouvrir à la discussion, vous voyez que pour les radiologues, le fait de standardiser la
la communication d'une découverte fortuite, eh bien, ça a pour mérite d'aboutir à une certaine forme d'équité, de prise en charge identique pour tous les patients. Le fait de proposer un accompagnement, eh bien, ça va augmenter la performativité de la communication et d'une bonne prise en charge. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais sur lesquels les radiologues sont particulièrement sensibilisés, c'est de défendre la pertinence de l'acte. Et la pertinence, on parle de médecins demandeurs, et Catherine en a beaucoup parlé. Les médecins sont demandeurs d'un examen d'imagerie, et l'examen d'imagerie est validé par le radiologue. Les médecins ne sont pas prescripteurs de l'examen. Le radiologue peut éventuellement remettre en question la prescription quand elle n'est pas pertinente ou adapter l'examen à faire pour répondre à la question de l'autre. Donc il y a quelque chose à faire sur une amélioration de la pertinence des actes qui doivent être toujours justifiés. Et on peut ouvrir la discussion sur la problématique en radiologie d'anticiper les choses et d'informer les patients en amont, puisque contrairement à nos collègues généticiens, il n'existe pas, en dehors de la radiologie interventionnelle, il n'existe pas de consultation par le radiologue avant de réaliser un examen. C'est quelque chose qui n'existe pas, vraisemblablement qu'on ne pourrait pas mettre en place à une échelle globale, par manque de temps, par manque de moyens, par manque de radiologues disponibles. Mais en absence de consultation avant l'examen, il ne peut pas y avoir d'une information spécifique sur ces découvertes fortuites, et donc on ne peut pas forcément actionner la qualité d'autonomie du patient et d'obtention du consentement. Donc c'est des questions ouvertes à se poser et qui me permettent de conclure cette présentation. Merci à tous.